Donc, bonjour à tous Bonjour à tous. et bienvenue à ce webinaire sur utiliser du bois dans la commande publique. Donc, c'est un webinaire organisé en partenariat avec Fibois Grand Est et les communes forestières du Grand Est pour vous présenter un outil qu'on a créé ensemble. Donc, pour que cette réunion se déroule bien, merci de bien couper vos micros pour ne pas faire d'interférence quand vous ne parlez pas. Et n'hésitez pas à utiliser le chat pour mettre des remarques ou questions. On les traitera au fur et à mesure de la réunion. Et on enregistre cette réunion pour pouvoir la rediffuser ultérieurement. Ce webinaire est organisé en 3 grandes parties. On va d'abord vous présenter nos structures, donc Fibois Grand Est et les communes forestières. On va ensuite vous présenter l'outil dont je vous parlais précédemment, le kit des élus, et notre partenariat. Et on aura finalement un retour d'expérience de la commune de Joinville avec Anthony Koning. Et je vais passer la parole à Monsieur Grandadan qui représente Fibois Grand Est et les communes forestières du Grand Est. C'est à vous, Monsieur Grandadan. Monsieur Grandadan ? On l'a perdu. Ça marchait il y a 5 minutes. Oui, Monsieur Grandadan. On s'excuse de ces petits problèmes techniques. Après un an de visioconférence, il y a encore des difficultés avec ces outils, mais je pense qu'on en connaît toutes et tous au quotidien. Alors, j'ai Monsieur Grandadan en haut-parleur pour qu'il puisse quand même introduire. Il essayera de se connecter après, mais voilà, pour qu'il puisse quand même introduire la réunion. Est-ce que vous l'entendez bien? Allez-y, Monsieur Grandadan. Oui, écoutez, moi je voudrais vous saluer, vous remercier de participer à ce webinaire, vous prier d'excuser le président de Fibois Grand Est, Thierry Francelanor, qui ne pouvait pas se joindre à nous aujourd'hui. Et je suis ravi de pouvoir représenter ici les communes forestières du Grand Est. L'idée de ce webinaire, c'est d'expliquer ou de montrer par l'exemple que les collectivités, les communes en particulier, sont très sensibles à la question du stockage du carbone par la construction bois et que les communes veulent montrer le bon exemple dans les bâtiments publics en construction bois. Alors nous avons un certain nombre de communes. Aujourd'hui, on parlera de Joinville parce qu'ils ont fait de belles choses. On a la commune de Hadol dans les Vosges qui a fait un très beau complexe scolaire tout en bois. Bref, on a maintenant de beaux exemples de réalisation en bois par les collectivités. Et l'idée, c'est de dire, si vous faites une construction publique, pensez au bois. Pensez bois, pensez structure bois. Voilà. Et on aura aujourd'hui des spécialistes de la question pour conduire la réunion et présenter les possibilités et les beaux exemples. Voilà, je ne veux pas intervenir plus. Je vais laisser Laurie Chiff et Thibault continuer la présentation. Merci, Monsieur Grandadan. On va passer à la suite de la présentation avec la présentation de Fibois. Thibault, je te passe la main. Merci Laurie et bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Thibault Surini, je suis chargé de mission pour l'association interprofessionnelle Fibois Grand Est et donc je vais vous présenter en quelques lignes qui nous sommes et en quoi notre association avec celle des communes forestières peut vous être utile, notamment pour vous accompagner dans vos projets. Donc en fait, nous on est une association donc, de promotion de la filière forêt-bois au niveau du Grand Est. Et en ce sens, on est là pour fédérer l'ensemble des professionnels qui travaillent dans ce secteur. Donc aussi bien les pépiniéristes, les forestiers, les transporteurs de bois, les scieurs, les charpentiers, les menuisiers ou encore les acteurs du bois énergie, et j'en ai oublié, voilà, qui eux travaillent au quotidien pour valoriser ce beau matériau, mais voilà, avec des problématiques qui peuvent leur être propres aussi. Et en ce sens, on est là pour justement repérer les besoins des professionnels et faire en sorte que leur activité soit facilitée au quotidien.
Donc on est là voilà, pour essayer de mettre aussi tout le monde autour de la table, à la manière finalement d'un médiateur, pour encore une fois parler au nom de la filière, envers notamment aussi les pouvoirs publics, et valoriser encore une fois la profession, mais aussi les usages du matériau qui, voilà, qui peut répondre à vos besoins aujourd'hui. Donc si on passe à la diapo suivante, donc pour rappel, on est vraiment là sur un schéma d'économie circulaire où finalement tous les secteurs de la filière forêt-bois travaillent ensemble de manière assez simple. Hein, un arbre qui est récolté, tout d'abord, il y a une partie qui reste en forêt pour régénérer cette forêt au niveau de l'humus, sans parler de régénération, bien sûr, des forêts. Et puis, ensuite, cet arbre récolté, il va être utilisé selon sa qualité pour faire des sillages, mais vous imaginez bien qu'on ne peut pas transformer 100% du volume d'un cylindre ou d'un cône en planche plutôt rectangulaire. Donc, il y a aussi des produits qui sont utilisés pour servir notamment à faire des panneaux de bois, donc à l'industrie, pour faire du papier ou encore pour faire de l'énergie. Bref, dans la filière bois, il n'y a pas de déchets, il n'y a que des produits connexes dont on sait trouver une utilisation pour trouver et répondre à des besoins complémentaires. Voilà. Donc en fait, au niveau de Fibois, on a toutes les compétences pour parler au nom de tous ces métiers, avec 17 collaborateurs qui sont répartis sur 3 antennes, donc Strasbourg, Nancy et Châlons-en-Champagne, pour être au plus proche des acteurs du terrain. Si on passe à la diapo suivante, quelques chiffres clés pour rappeler que le Grand Est est une région à la fois pionnière et une grande force nationale dans la valorisation de la filière forêt-bois, puisque ça représente plus de 10 000 établissements pour 55 000 emplois. Pour rappel, au niveau national, on considère que la filière est équivalente à la filière automobile. Hein. Voilà, donc on est vraiment un acteur majeur. Et puis vous avez quelques chiffres clés, voilà, sur le chiffre d'affaires de 11 milliards d'euros par an. Et puis sur les compétences du territoire, ça c'est important aussi à dire, c'est que finalement par rapport au schéma que j'ai présenté juste avant, eh bien on a tous les corps de métier qui sont représentés par des entreprises régionales et aussi donc des acteurs de la formation. Faut savoir que voilà, on a besoin de personnel à tout niveau, du CAP au bac+5, voire même au-delà. Et il y a des établissements de formation existants sur le Grand Est pour répondre à tous ces besoins. Enfin, notons voilà, qu'on est une région très forestière. Hein, on a un taux de boisement qui est même supérieur au taux national. Et puis, on est quand même la deuxième région forestière en matière de récolte de bois, la troisième région productrice de sillage au niveau national, et on est plutôt aussi en pointe par rapport à l'usage du bois dans la construction, avec un chiffre, alors sur les maisons individuelles, hein, donc qui vous concerne peut-être un peu moins, mais on était à 14% de part de marché du bois, contre 10% au niveau national. Voilà. Et puis dernier chiffre, pardon, pour finir, l'aspect énergie, donc l'aspect énergétique, où le bois représente effectivement dans la région la première énergie renouvelable. Voilà. Il faut savoir que nous travaillons aussi en réseau avec tous nos collègues de toutes les autres régions, puisque l'association Fibois existe dans toutes les régions de France, donc principalement sous l'appellation Fibois. Et donc nous sommes réunis au sein d'une association qui s'appelle Fibois France. Ça nous permet de mutualiser des moyens, d'avoir des objectifs communs, et ça vous permet à vous, maître d'ouvrage, notamment, de pouvoir aussi avoir davantage de retours d'expérience en fonction des contextes aussi qui peuvent se présenter. Comme vous avez pu le comprendre, on est aussi là pour être un médiateur entre vous, usagers, avec les fournisseurs, les apporteurs de solutions. Et en ce sens, on a notamment tout un panel de coordonnées. On a un annuaire qui est désormais disponible, qui vous permet de trouver les compétences sur le territoire qui peuvent répondre à vos besoins. Voilà. Et donc ça, toutes les interprofessions en disposent. Et donc aujourd'hui, ce réseau d'animation, il représente 120 collaborateurs et plus de 6000 entreprises qui adhèrent en direct à ces associations. Voilà. Diapo suivante, s'il te plaît. Je parlais de retour d'expérience. Sachez qu'il est tout à fait possible de trouver
des opérations bois qui se sont réalisées notamment donc, en région Grand Est, puisqu'il existe un site qui s'appelle panoramabois.fr qui permet de recenser, alors c'est bien sûr pas exhaustif, mais qui permet de recenser donc, des constructions bois, des rénovations en bois sur le territoire. Et donc vous avez un outil à la fois cartographique, donc pour trouver des projets qui sont proches de chez vous, ou alors des filtres par catégorie. Donc si vous cherchez plutôt des gymnases, des mairies, des écoles, tout autre type de bâtiments tertiaires, eh bien vous pouvez filtrer pour trouver des opérations à peu près équivalentes à vos projets. Et dans chaque fiche, en fait, vous avez accès à la fois aux équipes qui ont travaillé sur ces projets. Donc ça peut vous donner des coordonnées aussi d'architectes, d'entreprises, par exemple. Et ça vous permet de contacter ces personnes pour potentiellement prendre du retour d'expérience, analyser les bonnes pratiques et potentiellement aussi éviter les erreurs qu'ils ont pu commettre dans leur projet. Voilà. Diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, je crois que j'en ai fini pour ma part. Je laisse ainsi donc Laurie présenter les communes forestières. Donc, je vais vous présenter le réseau des communes forestières. C'est des associations représentatives d'élus, et les élus vont avoir plusieurs casquettes du fait de leur mandat, et celles qui concernent principalement tout ce qui va tourner autour de la forêt et du bois vont être la propriété forestière, gestionnaire des risques, l'aménageur du territoire, et également maître d'ouvrage, et c'est vraiment cette casquette qui nous intéresse aujourd'hui pour intégrer du bois dans les bâtiments publics. Donc je vais aussi vous présenter quelques chiffres. En complément de ceux de Thibaut. Donc, comme il a dit, on a 33% de surface forestière sur le territoire du Grand Est, qui est un peu plus que la surface nationale. Et la particularité en Grand Est, c'est qu'on a plus de forêts publiques que de forêts privées. Il faut savoir qu'au niveau national, on va avoir 75% de forêts privées et 25% de forêts publiques, alors qu'en Grand Est, on va avoir plus de 50% en forêts publiques, dont 40% de forêts communales, ce qui représente 2425 communes forestières, dont 1540 sont adhérentes au réseau des communes forestières du Grand Est, et ça va représenter 70% de la forêt communale de la région. L'objectif du réseau des communes forestières du Grand Est va être multiple, donc ça va être vraiment de faire valoir les intérêts des communes forestières en les représentant et en portant leur voix au niveau des différentes instances régionales ou nationales. Positionner l'élu comme un acteur incontournable de la filière forêt-bois et mettre en œuvre une politique forestière territoriale en accompagnant les projets, en accompagnant les territoires sur leurs projets, et être acteur aussi de la transition énergétique, notamment dans le cadre du changement climatique, et également permettre aux élus d'être acteurs sur leur territoire et donner les clés en faisant des formations et en donnant de l'information, comme le webinaire qu'on a aujourd'hui, mais également les différentes réunions qu'on peut faire habituellement en présentiel, ou encore différentes lettres d'information. Comme FIBOIS, on est inscrit dans un réseau national, donc dirigé par la Fédération nationale des communes forestières, et qui couvre l'ensemble de la surface nationale. Et donc, au niveau du Grand Est, on va être organisé par association départementale et avec un réseau régional. Donc, on va avoir 9 associations départementales qui vont permettre d'avoir une représentation plus appropriée aux différents territoires, au vu de la surface de la région, et aussi un réseau régional pour répondre aux attentes et pouvoir parler aussi au niveau avec les différents partenaires. Je voulais profiter de ce webinaire pour vous présenter un nouvel outil qui est porté par la Fédération nationale des communes forestières. Et donc cet outil s'appelle ART, l'analyse des retombées territoriales. Et donc le but est vraiment de quantifier les retombées économiques sur le territoire avec l'usage du bois. Et donc on va avoir 2 critères principaux. Donc l'origine des bois, s'il est local, donc dans un périmètre de 80 km, autour du projet, s'il est français ou étranger, mais également on va prendre en compte la localisation du prestataire, des prestataires dans le cadre de ce projet-là, donc pareil, s'ils sont plutôt locaux, français ou étrangers. Et donc l'objectif de cet outil va être de justifier et de valoriser les choix de maître d'ouvrage auprès des partenaires, mais aussi auprès
des concitoyens et de ses administrés, et d'essayer de quantifier un peu les retombées que peuvent avoir un projet en bois et bois local sur un territoire. Donc, on va avoir comme résultat un montant, une somme en fait des retombées qui vont être réinjectées sur le territoire autour de la commune. Et également des ETP qui vont être créés ou maintenus grâce à ce projet, ou encore la quantité de CO2 qui va être stockée due à l'usage du bois. Donc, l'ART est vraiment un outil de communication et de valorisation des démarches que les collectivités peuvent porter dans l'utilisation du bois et du bois local dans les bâtiments publics. Donc, pour accéder à cet outil, vous pouvez y accéder via l'adresse que j'ai mise sur la présentation. Donc, c'est un site et vous pouvez tester votre projet pour voir les retombées économiques que ça pourrait avoir sur votre territoire et revenir vers nous par la suite pour qu'on puisse vous accompagner et vous aider à valoriser les projets que vous pouvez avoir sur vos territoires. Donc, j'en ai fini avec ma présentation. Donc, est-ce qu'il y a des questions à ce stade? J'ai pas vu de questions non plus dans le chat. Ah voilà. Est-ce qu'on vous transmettra le support? Oui, oui, c'est prévu, tout à fait. Bien sûr, on attend la fin de la réunion. Comme ça, on aura à la fois l'enregistrement et qu'on pourra vous transmettre aussi avec le support, bien sûr. Donc, on va pouvoir passer à la suite. Thibaut, je te donne la main. Merci, Laurie. Voilà, on voulait vous présenter un outil qu'on a développé de manière tout à fait commune, sans mauvais jeu de mots, qui s'appelle le kit des élus, la commande publique en matériaux bois, et donc avec un premier volet qui est appliqué à l'usage du bois dans la construction. Donc, si tu veux passer à la diapo suivante. Simplement, voilà, on est tous conscients qu'aujourd'hui, il y a un réel besoin, premièrement, de rénover les bâtiments existants, notamment les logements, mais aussi les bâtiments tertiaires ou encore de bureaux. Et qu'aujourd'hui, voilà, le bois est une des solutions possibles techniquement pour apporter satisfaction dans la rénovation, avec aussi une prise en compte importante on va dire des enjeux environnementaux, tout simplement parce que on risque d'avoir quand même de plus en plus chaud, notamment en été. Donc il y a des thématiques en lien avec ce qu'on appelle le confort d'été qui émergent, en plus du confort d'hiver qui était peut-être prioritaire jusque-là. Et en ce sens, là aussi, le bois, avec les isolants qu'il peut aussi fournir, est une solution qui peut apporter des solutions tout à fait efficaces. Le contexte est aussi marqué, alors plutôt dans la construction neuve, par la réglementation environnementale 2020. C'est une réglementation qui devrait voir le jour au 1er janvier 2022, d'après les dernières informations. Alors je parle au conditionnel parce que c'est vrai que malgré les arbitrages qui ont déjà été apportés, il y a encore des discussions, des tractations et potentiellement quelques changements. Mais à ce jour, voilà, il y a quand même une volonté politique forte d'encourager notamment l'usage du matériau bois et des biosourcés grâce à leur capacité notamment à stocker du carbone. Alors il y a cet aspect-là, et puis il y a bien sûr le côté renouvelable de la ressource, qui, voilà, ne serait-ce que ces deux atouts sont deux atouts absolument importants et majeurs, notamment pour lutter contre le changement climatique. En ce sens, c'est vrai que cette réglementation vise à obtenir des bâtiments le moins impactants possible pour l'environnement, et ça passe notamment par l'usage de matériaux dits biosourcés, dont le bois. Et donc l'idée, c'est que cette réglementation s'appliquerait dès 2022 avec des seuils d'impact carbone à respecter, ces seuils devenant bien sûr de plus en plus contraignants avec le temps, jusqu'à 2031 pour l'instant, qui est la dernière échéance qui est fixée par cette réglementation. Voilà, donc ça c'est de manière très générale, c'est un petit peu les informations qu'on a à ce jour et qui donc s'appliquera encore une fois à la construction neuve. Pardon, si tu peux juste revenir un peu avant, s'il te plaît. Juste oui, pour finir, c'est que cette réglementation,
elle s'inscrit dans son temps, dans le sens où on a quand même une volonté accrue de recourir à des matériaux à la fois de proximité et vertueux, avec des entreprises régionales. Alors, ce qu'on voulait dire par là, c'est aussi qu'il y a une forme de prise de conscience de la société, hein, vis-à-vis, on l'a vu pendant le confinement, notamment vis-à-vis de l'alimentation, une volonté, voilà, de se rapprocher un petit peu des ressources régionales donc ressources signifiant aussi bien la matière que les entreprises compétentes. Donc voilà, on espère pouvoir accompagner ce changement comportemental justement qui vise à valoriser ces matériaux. Et enfin, donc sachez que aujourd'hui, en fonction de votre culture construction bois, j'ai envie de dire, si vous avez des projets de construction bois, sachez que il y a des personnes et des organismes tout à fait compétents pour vous assister dans ces projets. C'est ce qu'on appelle donc des assistants à maîtrise d'ouvrage. Et on a fait un travail qui a été porté par la région Grand Est pour identifier donc des assistants à maîtrise d'ouvrage qui sont spécialisés dans l'usage du bois et les biosourcés dans le bâtiment. Et donc en ce sens, ça c'est une liste qui est désormais communiquée et ça peut vous aider dans l'accomplissement de vos projets. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Et donc, s'inscrivant dans ce contexte, voilà, on a voulu proposer un outil pragmatique et synthétique pour justement vous accompagner dans l'élaboration de votre projet bois. Et donc, de savoir comment intégrer du bois dans la commande publique et notamment du bois local. Alors voilà, avec toute la définition, bien sûr, de ce qu'on appelle local, ça c'est très important, je dirais, de voir ce qu'on a en tête. Mais au-delà de ça, de manière plus générale, vous retrouverez des éléments méthodologiques, des retours d'expérience ou encore des informations sur le financement ou les interlocuteurs régionaux dont nous faisons partie et qui peuvent vous aider dans votre projet. Donc en fait, cet outil est composé de plusieurs fiches qu'on va rapidement vous présenter. En diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, la première fiche, en fait, concerne finalement les connaissances et les atouts du matériau. Alors, voilà, j'ai cité son caractère notamment vertueux vis-à-vis de l'environnement. Il y en a beaucoup d'autres au niveau technique, bien sûr. C'est un très bon matériau par rapport à la résistance au séisme, par rapport à la résistance au feu, malgré ce qu'on pourrait parfois penser. Mais c'est vrai qu'il y a énormément d'atouts qui ne sont pas forcément connus et qu'on est là aussi pour expliciter. Avec dans cette fiche finalement un petit rappel de la méthodologie de projet finalement dans l'acte de construire. Dans la seconde, on est plutôt sur des aspects assez généraux sur la construction ou la réhabilitation en bois. Donc là, on rappelle justement l'impact carbone ou ce qu'on appelle bois local et comment finalement y avoir recours. Donc ça reste assez général, mais ça vous donne des idées. Finalement, c'est un petit peu le b.a.-ba de l'usage du bois dans le bâtiment. Voilà. Ensuite, en numéro 3, on va avoir la démarche beaucoup plus détaillée avec justement, en fonction de l'étape du projet, quels interlocuteurs vont m'assister dans mon projet et quels sont les objectifs de chaque phase. Avec, au-delà des objectifs, les documents qui sont importants à constituer pour l'élaboration du dossier. Voilà, avec un détail donc les corps professionnels qui sont là spécifiquement compétents pour cela. Et puis en fiche numéro 4, donc là plutôt un focus sur la construction neuve, avec donc là aussi des choses à connaître, on va dire, et puis quelques retours d'expérience sur l'un ou l'autre projet, voilà, qu'on a extrait de notre panorama bois et qui peut vous aider à solliciter des équipes équivalentes ou en tout cas à prendre de l'information sur ce qui s'est déjà fait. En 5, on va plutôt être sur la réhabilitation. Donc là, on est la réhabilitation, c'est très vaste, hein. Ça peut être l'extension d'un bâtiment, ça peut être une surélévation, ça peut être une isolation. Cette isolation pouvant être sur les façades, sur les toitures, etc. Voilà, en fonction du niveau de réhabilitation, comment finalement faire appel à des solutions bois. Il y a aussi l'impact des menuiseries que je n'ai pas cité, mais qui peut aussi bien sûr être pris en compte pour améliorer les performances de votre bâtiment. Avec là aussi donc quelques projets qui sont référencés.
Alors, bien sûr, on ne l'a pas détaillé ici, mais on a tout un panel de solutions techniques qui existent et qui sont à disposition des maîtres d'œuvre et des entreprises. Donc là, on ne l'a pas détaillé parce que c'est sûrement un sujet technique spécialisé qui vous concerne peut-être un peu moins. Mais en tout cas, il y a des portails et des plateformes aujourd'hui, notamment sur Internet, qui permettent de trouver des solutions techniques, des détails de construction bois, de liens avec les menuiseries, etc., pour justement que les architectes ou les entreprises puissent mettre en œuvre ces solutions qui sont tout à fait assurables. Je le précise aussi, vu que c'était un élément important. En fiche numéro 6, donc une fiche forcément importante sur les aides, sur les guichets disponibles. Voilà, ce sont des choses qui peuvent évoluer assez rapidement et sur lesquelles on peut avoir un panel assez conséquent qui existe, mais sans en avoir forcément connaissance. Donc on est, nous, plutôt en lien effectivement avec les organisations, notamment publiques, qui peuvent dispenser des fonds. Et puis dans la période actuelle où on parle beaucoup de plans de relance, notamment, voilà, on se tient bien sûr informé de toutes les aides disponibles, notamment pour les entreprises, mais aussi pour la maîtrise d'ouvrage, puisque c'est vrai que l'usage du bois peut faire l'objet d'une aide à la construction. Et puis enfin, donc une 7e fiche sur les contacts avec nos coordonnées. Et puis voilà, connaître un petit peu le tissu d'acteurs qui peut être spécialisé de manière complètement neutre et sans aucun but lucratif, je le précise. Le but étant pour nous de vous faciliter le projet et que vous soyez satisfait finalement d'avoir utilisé du bois dans vos bâtiments. Voilà. Je crois que j'en ai fini avec les fiches. Laurie, je te laisse la parole. Oui, donc on a créé cet outil pour essayer vraiment de commencer à travailler ensemble en partenariat et c'est vraiment le début en fait de notre partenariat et des actions qu'on voudrait mener par la suite. On aimerait notamment poursuivre l'accompagnement, de vous accompagner sur des projets spécifiques où je vous présenterai justement la répartition un peu des missions en fonction des deux structures. Mais aussi, on a comme objectif de poursuivre cet outil-là en créant une extension plus sur la transition énergétique et notamment sur le bois énergie pour venir vraiment en complément de ce premier outil-là. Et on a aussi pour objectif de continuer à vous informer, comme par exemple via des webinaires, pour essayer toujours de vous accompagner au mieux et répondre aux questions et attentes que vous pouvez avoir. Vous pouvez retrouver le kit des élus sur nos 2 sites internet avec les liens que vous trouverez sur la présentation. Donc les FIBOis et les communes forestières se sont engagés dans un partenariat autour de la construction et réhabilitation en bois pour accompagner, et chacun a des missions en fonction des compétences de la structure. Donc au niveau de FIBOis, on va être plus sur le côté technique avec la consultation et l'aide à la décision dans la conception du projet, mais aussi l'appui technique dans les choix des solutions et produits bois et encore la mise en relation avec des maîtres d'œuvre ou des professionnels de la filière avec vraiment ce côté interprofession et relation avec les entreprises. Au niveau des communes forestières, on va pouvoir vous accompagner sur le suivi de projet en lien avec les élus, mais aussi l'appui technique sur la rédaction à la commande publique pour intégrer au mieux le bois, toujours dans les respects de la commande publique, et vous accompagner aussi dans la recherche de solutions de financement. Voilà. Donc, vous avez ici nos contacts par région pour couvrir l'ensemble de la région Grand Est, avec à chaque fois un binôme par secteur. Donc n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit pour plus d'informations ou si vous avez des interrogations ou vous souhaitez un accompagnement de notre part. Alors, est-ce qu'à ce stade, il y a des questions ? S'il n'y a toujours pas de questions, on va passer à la suite et donc au retour d'expérience de la ville de Joinville. Et donc, je vais laisser la main à Monsieur Koenig, s'il est toujours parmi nous. Oui, pour le moment, je tiens le coup. Hein. J'ai le variant anglais, ça peut vous intéresser, je teste.
Donc je suis pas au mieux de ma forme, donc j'espère que ce sera à peu près correct et cohérent. Donc on m'a juste demandé de témoigner, donc c'est bien ça que je dois faire pour un peu ce qu'on a fait dans notre commune. Alors, pour donner juste un contexte, donc on est une petite ville de 3000 habitants en Haute-Marne, entre Saint-Dizier et Chaumont. Pour certains départements, ça serait tout petit. Pour la Haute-Marne, c'est tout de suite un pôle un peu structurant en dehors des trois principales villes, puisque à ce stade-là, on a quand même tous les équipements importants. Donc on a un vrai enjeu de centralité et en même temps, on a perdu évidemment notre attractivité comme énormément de villes, y compris plus grandes, voire même bien plus grandes désormais. Avec tout ce qu'on connaît d'étalement urbain, de tout ce qu'on veut depuis très longtemps. Évidemment, il y a aussi localement eu des crises industrielles et des baisses démographiques. Tout ça pour dire qu'au départ, le projet, c'est pas forcément spécifiquement le bois, c'est la revitalisation du centre-bourg. L'enjeu, ça commence vers 2010-2012. Les premières questions, les premiers diagnostics, la volonté de faire quelque chose, et aussi un fil conducteur qui peut paraître assez évident dans nombreuses de nos cités, c'est le patrimoine. Et on avait envie vraiment de travailler ces sujets. Alors on avait quelques convictions chevillées au corps. La conviction déjà que la forêt en Haute-Marne, dans le Grand Est, eh bien, finalement, elle est aussi importante économiquement, mais aussi culturellement et dans nos paysages que la mer, par exemple, dans certaines régions côtières. Donc on avait vraiment ça en tête. Pour nous, elle fait partie de notre quotidien, de notre vision du quotidien. Et la conviction également que finalement, tout ce qu'on voyait au-delà de la, on va dire, de la perte de centralité et d'importance du cœur de ville et de ses problématiques, même d'effondrement de certains immeubles, au-delà de ça, que ce qui abîmait le bâti ancien, c'était justement souvent des mauvaises pratiques. Alors les exemples les plus connus, c'était évidemment les fenêtres en plastique ou le ciment sur les maçonneries, qui sont pas très jolies, mais surtout très mauvais en termes de respiration des immeubles, etc. Et que finalement, eh bien, le bois, au-delà d'être un matériau local, en tout cas qui peut être un bon matériau local, et un matériau plus écologique, eh bien, est aussi meilleur pour tout. Donc on se disait que finalement, réparer quelque chose réparait tout. Et s'occuper du centre-ville, c'était s'occuper du patrimoine. S'en occuper correctement, c'était prendre les bons matériaux. Prendre les bons matériaux, c'était aussi des matériaux écologiques parce que finalement, à la base, ces matériaux-là, ils étaient bien écologiques et que finalement, bon, on s'est peut-être planté pendant 50-60 ans dans l'histoire de l'humanité et qu'on va peut-être reprendre, alors non pas comme on faisait avant, mais voilà, réadapter et se recadrer, se recentrer par rapport à notre contexte environnemental et géographique. Voilà, je fais un petit peu simple, mais c'est pour dépeindre un petit peu le contexte qui fait qu'on a un petit peu réfléchi tout ça. Évidemment, on a aussi eu le droit à des personnes qui n'y croyaient pas trop ou qui plutôt nous disaient, mais plutôt que de s'embêter avec le bois ou d'autres matériaux, faisons au mieux pas cher rapidement parce que ça s'effondre, parce que finalement, quand plus personne n'investit dans une ville, eh bien le peu d'investissement qu'il y a, autant le faire pas cher vite fait parce qu'il faut quand même pas trop en demander, vu qu'on n'a pas la prétention de pouvoir le faire parce qu'on serait tout au fond du trou. On avait ce genre de remarques, bien évidemment. Mais nous, on s'est dit, tant pis, hein, de toute façon, on n'a plus rien à perdre, puisqu'on a bu la tasse pas mal de fois. Eh bien, autant dire, faisons des projets vertueux, faisons un projet global de revitalisation peut-être plus vertueux. Alors, pas d'un seul coup, on va le faire monter par strates, on n'est pas complètement fou, on passe pas de rien à tout. Mais voilà, donnons-nous des objectifs un petit peu ambitieux. Tant pis pour ceux qui pensent que c'est prétentieux à ce stade. Mieux vaut avoir des objectifs ambitieux, parce que finalement, d'avoir eu aucune ambition depuis 40 ans en termes de qualité de la restauration du bâti, eh bien, nous a amené là où on en est aussi. Donc, on a décidé, voilà, un petit peu de camper tout ce décor et puis d'y aller franco en essayant d'étudier un peu l'ensemble. Alors c'est là qu'est intervenu évidemment le bois avec des enjeux sur plusieurs maisons. On a donc réhabilité notamment en maîtrise d'ouvrage public deux bâtiments. Alors un petit que vous voyez là en photo, mais surtout un très très gros, pas celui-ci, mais un très très gros plus ambitieux que ça, qui est le 13 rue des Royaux. Donc deux bâtiments dans une rue du cœur de ville. Donc celui-ci qu'on voit pour un logement, puis un autre pour 7 logements. Voilà. Ces bâtiments, eh bien, ils n'ont pas une vertu complète. On n'a pas fait aucune impasse sur aucun matériau qui ne serait pas les bons. On a essayé de se tâter et de faire au mieux avec les maîtres d'œuvre aussi, puisqu'il faut que les maîtres d'œuvre acceptent, jouent le jeu, voire aient des solutions. Parce que ce qui était une évidence et ce qui était parfois bien maîtrisé, ça s'est perdu, hein, à force de faire des dalles en béton uniquement. Mais parfois, ils ne savent plus très bien faire autrement. Donc voilà, l'idée, c'était un peu de travailler là-dessus. Donc on a réalisé, alors pour ce qui est de ce bâtiment-là, par exemple, la fameuse boîte dans la boîte, mais tout en bois.
à l'intérieur du bâtiment. Là, on était sur un cas d'un seul logement. Et sur l'autre bâtiment, on a recréé l'ensemble des niveaux, puisqu'il y avait eu malheureusement, il n'y avait plus que les 4 murs qui tenaient. Et on a recréé l'ensemble des niveaux en ne travaillant qu'avec du bois et des matériaux naturels pour pouvoir créer tous ces niveaux. Ça n'a pas été alors, on avait des bons architectes qui nous ont chaque fois guidés, donc je ne me plains pas. Ça a été plutôt à l'aise avec eux, et ça c'est important d'avoir des maîtres d'œuvre qui savent le faire. Sinon, tout seul, on se lance un peu moins. Mais finalement, ça s'est avéré des solutions meilleures. Alors, au-delà de ce qu'on a évoqué pour la respiration des immeubles, pour l'aspect local, mais aussi, par exemple, en termes de report de charges sur les maçonneries, sur plein de choses, finalement, ça a été plutôt vertueux pour ces immeubles. De fait, on a voulu se tenter et aller beaucoup plus loin. On a essayé de regarder tous les autres matériaux durables, alors qui ne nous éloignent pas forcément beaucoup du bois, mais en tout cas qui sont dans la compatibilité. Je pense notamment aux chaux-chanvres et bien sûr aux autres matériaux traditionnels de restauration du bâti ancien. Ce qui a ouvert d'autres questions, et on a du coup en parallèle ouvert des aides à la réhabilitation du bâti privé, certes à travers parfois des outils très classiques et bien connus comme les OPA-RU ou une campagne de ravalement des façades, mais aussi avec des interventions sur les travaux d'intérêt architecturaux. Et c'est notamment le cas, par exemple, nous ne subventionnons que les fenêtres en bois, dans le centre historique notamment, en tout cas pour le moment. C'était certes d'un point de vue patrimonial intéressant, mais c'était aussi d'un point de vue matériau naturel, parce qu'on a profité du changement progressif de restauration qualitative en imposant progressivement le bois, mais en expliquant aussi, attention, c'est pas juste parce que c'est plus joli, même si clairement ça l'est, c'est aussi et surtout parce que le plastique, c'est pas terrible à produire, c'est pas terrible à respirer au quotidien, c'est pas terrible quand ça brûle et c'est pas terrible à recycler. Donc en gros, c'est un cercle pas du tout vertueux du début à la fin, et de l'autre côté, on a un cercle bien plus vertueux sur des menuiseries anciennes. On a même été un peu plus loin, c'est des démarches malheureusement que je vois encore très peu, mais en essayant aussi de maintenir parfois des menuiseries anciennes en place, parce qu'on peut aussi restaurer le bois, et ça c'est important de dire, ça se répare, et c'est pas une fenêtre elle a 300 ans, ça se répare une fenêtre qui a 300 ans, donc on peut aussi trouver des solutions techniques. Alors on n'y arrive pas à chaque fois, mais en tout cas ça peut être aussi intéressant de travailler tous ces éléments-là. Alors ça ne fait pas nous des vertueux sur tout, mais en tout cas voilà, petit à petit on essaye d'imposer alors souvent à l'aide de la subvention au départ, mais après ça permet de travailler les esprits, tous ces sujets des matériaux durables. On a également travaillé en parallèle, toujours avec les propriétaires privés et aussi sur quelques chantiers publics, des réhabilitations de maisons à pans de bois. Alors, on n'a rien inventé, puisque plein de communes en France ont des maisons à pans de bois et travaillent dessus. Mais voilà, c'était aussi l'idée de travailler les isolants, chaux-chanvre, et de voir les compatibilités de matériaux. Toujours retravailler sur les bois, puisque pour le coup, c'était des maisons qui étaient déjà toutes en bois et qui se réparent toujours très bien avec du bois aujourd'hui. Ça laisse même réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait en faire demain de ces maisons en pans de bois, non pas pour celles qui existent, mais pour la technique, comment elle peut être réadaptée ou réutilisée. Enfin, voilà, ça nous a laissé aussi ouvert plein de questionnements sur ce sujet. Et voilà, donc on a fait un petit peu le tour déjà de toutes ces questions dans un premier temps sur les déjà 8 premières années de revitalisation, avec 2 gros projets publics, quelques autres petits projets publics, et puis plein d'aides aux projets privés. On réfléchit à partir de l'année prochaine à entamer une nouvelle opération programmée d'amélioration de l'habitat, donc une OPA, qui serait peut-être davantage encore avec les matériaux durables, puisqu'aujourd'hui, on était plutôt sur une réglementation qui permettait, par le patrimoine, d'amener les matériaux durables. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on se rende compte qu'il n'y a pas que la qualité patrimoniale qui fait qu'il faudrait des matériaux durables, et que même sur le bâti plus récent, on pourrait quand même avoir des matériaux plus vertueux pour les maisons elles-mêmes, pour les gens qui y vivent, mais aussi pour effectivement le territoire, son impact sur l'environnement, et puis aussi sur l'impact positif sur l'économie locale. Voilà ce que je peux raconter sur ce qu'on a fait et ce qu'on a essayé de mettre en œuvre. Je ne sais pas si c'est d'une clarté limpide, mon cerveau n'étant peut-être plus très clair par rapport à d'autres périodes où j'allais mieux. Par contre, dans les limites, si vous voulez, les limites du sujet, il y a notamment la provenance des bois, parce qu'on ne passe pas toujours, évidemment, nous, la commande en direct. En fait, on va passer par déjà des maîtres d'œuvre, et s'il n'y a pas un maître d'œuvre, il y a à minima une entreprise. On ne peut pas toujours surveiller la provenance, je pense notamment à la menuiserie, la charpente, encore, on arrive parfois à savoir, mais la menuiserie, c'est particulièrement compliqué, entre le 3/4 qui sont des poseurs, les quelques très rares vrais menuisiers qui subsistent. Donc ça, c'est aussi une profession qui a été un peu sinistrée et qui
à la lueur du bois serait vraiment bienvenu de revenir pour plein de raisons en force. Mais voilà, on a quand même encore ces difficultés toujours d'identification de la provenance. On se retrouve, nous, donc à Joinville, finalement, pas très très loin de tout l'ensemble des forêts d'Arnay ou des forêts autour de l'Ifol-le-Grand, donc on n'est pas très très loin de cet espace-là. On a bien sûr nos propres forêts autour, donc on se pose aussi toutes ces questions-là. Il y a des bois qui peuvent parfois venir d'un petit peu plus loin, mais on aurait bien aimé que ce soit très est de la France. On ne peut pas le garantir à chaque fois. On n'en sait trop rien, et on a un peu un problème de traçabilité parfois là-dessus. Alors c'est peut-être aussi parce que moi je maîtrise pas bien toute la filière, et peut-être que je peux aussi progresser, mais voilà, ça serait partie des limites que je pourrais apporter à notre exercice pour le moment. J'essaie de réfléchir à d'autres choses. Je ne sais plus. Il me semble que j'avais identifié d'autres petits soucis dans l'identification. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment très important. Sinon, à côté de ça, on travaille aussi avec la mission métiers d'art de la région Grand Est, qui certes n'est pas forcément comme vous directement concerné uniquement par le bois, mais de fait, ayant beaucoup d'artisans, eh bien, des gens sont amenés à travailler avec des matériaux durables, dont le bois est un matériau essentiel. Donc pareil, en essayant de promouvoir un petit peu toutes ces techniques qui permettent aussi de retrouver des essences locales. Et puis, dernière chose, mais ça vous le savez très bien et bien mieux que nous, se pose aussi la question des bois du futur. Est-ce que c'est encore les bons bois qu'on va utiliser? Est-ce qu'il va falloir changer un peu toutes nos plantations? On voit bien que nos forêts ici évoluent aussi et qu'il y a un impact climatique qu'on ne peut pas vraiment nier, hein, et qu'on subit pour le moment, même s'il faut aussi le préparer, puisqu'on ne pourra pas changer malheureusement, je crois, tout nous à notre échelle, mais on va devoir subir une évolution de la forêt, donc il faut autant la préparer et l'anticiper. Donc voilà, ça on ne maîtrise pas non plus encore complètement. Je ne suis pas encore intéressé complètement à la filière du meuble, ça ferait un peu beaucoup, et on n'en a pas forcément nous, les moyens, mais c'est aussi une filière que je trouve intéressante, qui serait vraiment pertinente à intégrer. Voilà, je ne sais pas si c'était correct, hein, vous me dites, hein, les personnes qui organisent la réunion, si ça tient la route ou pas. Merci, Monsieur Koenig, c'était parfait. Je me permets de rebondir peut-être premièrement. Alors déjà, je vous remercie d'autant plus, enfin Laurie l'a fait, mais on a discuté depuis ce matin, hein, et vous avez absolument tenu à être là, et je tiens à le préciser aussi, hein. On ne vous a pas imposé d'être là, vu la situation, donc encore merci. Je vois qu'il y a une main qui se lève, je vais donner la parole du coup à l'intervenant qui souhaitait parler. Monsieur Kurtzmann, c'est bien ça? C'est ça, oui, Walter Kurtzmann, je suis le maire de la commune de Peltre en Moselle. J'en profite pour faire une petite publicité pour une entreprise locale qui s'appelle l'entreprise Miner, qui fait des fenêtres en bois, donc des fenêtres, des portes en bois. Ils sont même classés pour les monuments historiques. Ils sont même référencés pour les monuments historiques. Pour notre collègue de Joinville, d'abord, je souhaite une guérison rapide, hein, et pas d'aggravation de la situation. Et puis, je voulais lui demander si il y avait une étude comparative qui avait été faite sur une réhabilitation traditionnelle sans opter pour la filière bois, et si le coût du mètre carré avait été comparé pour les deux solutions retenues. Alors, deux solutions opposées. Non, on ne l'a pas fait. Alors, pour plusieurs raisons. Parce que, en fait, on s'est pas posé la question autrement que par le bois. Pour le coup, l'idée, c'était vraiment de faire deux opérations qu'on voulait, entre guillemets, pilote. Donc, on s'est même pas posé la question de le faire autrement. Et de deux, je suis pas sûr, mais il faudrait le voir, je suis pas sûr en plus que ces bâtiments soient, en termes de sortie de mètres carrés, des bâtiments très représentatif, dans la mesure où c'était vraiment des bâtiments très compliqués, ruinés de l'intérieur, mais en même temps difficiles d'accès en termes d'opérationnel, hein, puisqu'on avait des ruelles étroites autour. Je ne sais pas. Mais effectivement, ça mériterait de voir si on avait tout coulé avec du béton, tous les niveaux, combien ça aurait coûté. J'avoue, je ne sais pas. J'ai pas fait le différentiel. Je suis pas sûr que ça nous aurait emmené, cela dit, beaucoup moins haut. Je peux me tromper, mais parce que quand je réfléchis à l'ensemble du coût des postes, je vois bien qu'il y a des postes énormes qui sont de toute façon incompressibles. Et je ne suis pas sûr en fait que ça. Mais bon, il faudrait effectivement le mettre, l'étudier, je ne l'ai pas fait. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Oui, monsieur Dupommier. Oui, bonjour.
Je rejoins M. Koenig sur la provenance du bois. Effectivement, c'est assez obscur. À vrai dire, on a rénové dans la commune de Saint-Miel un bâtiment de sport il n'y a pas très longtemps, et il était question de mettre des bardages en mélèze. Donc j'ai demandé à l'entreprise de privilégier le bois local. J'ai essuyé une fin de non-recevoir sur le bois local en me disant ben, les délais sont trop longs puis ça coûte plus cher. Alors je me demande est-ce qu'on a la possibilité d'écrire ça dans le CCTP pour imposer une provenance particulière du bois parce que ça m'arrangerait tout de même que le bois provienne du Grand Est au moins. Oui, oui. Alors, Monsieur Kurtzman, vous souhaitez réagir à cela? Alors moi, dans la vie de tous les jours, je suis un acheteur public, je suis spécialiste de la commande publique. Et oui, c'est possible, mais vous ne pouvez pas l'écrire comme vous venez de le dire. La seule façon de l'écrire, c'est de passer par des choses un petit peu tortueuses en disant que vous allez, pour les approvisionnements, privilégier l'approvisionnement qui a le plus faible impact carbone, notamment en termes de transport. D'accord. Oui, Ils seront effectivement. obligés, les entreprises qui répondent à votre appel d'offres seront obligées de forcément s'approvisionner un bois le plus local possible. Et s'ils font venir du bois de Finlande ou de Norvège, ben, vous pourrez au moins sur la part transport les pénaliser par une notation plus défavorable. Technique plus Notation défavorable. technique plus défavorable. Absolument. Et Okay. ça nécessite, mais c'est totalement possible, il n'y a rien d'irréalisable là-dedans. Le Code de la commande publique prévoit maintenant des dispositions en matière d'insertion et des dispositions en matière environnementale. Et la clause du bilan carbone des fournitures n'est absolument pas une clause interdite. Vous cherchez sur le web et vous trouverez, vous demandez à monsieur Google qui vous réponde et vous trouverez, il y a un closier type des clauses vertes insérables dans les marchés publics qui existent. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Monsieur Launay, si j'ai bien vu, pardon. Oui, merci. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Donc Théo Launay des communes forestières de la Fédération nationale. Je me permettais de prendre la parole du coup pour aussi répondre et apporter certains éléments pour la question du bois local dans les marchés publics. Effectivement, on ne peut pas noter cette notion de bois local dans les marchés publics. Par contre, le réseau des communes forestières a développé des méthodes d'organisation et de rédaction des documents, avec notamment une séparation sur les marchés et une délivrance des bois. Lorsque les communes ont des bois en propriété, elles peuvent délivrer leurs bois, les mettre à disposition, notamment des entreprises qui répondent au lot, au marché de travaux. Donc, on peut organiser un système de traçabilité de ce type-là qui est un peu tortueux et qui prend un peu de temps, notamment dans l'organisation du marché, et donc les collectivités ont besoin d'être accompagnées ou en tout cas de prendre bien en compte cette question-là. Mais il y a une possibilité quand même qui est donnée sur la façon dont on organise les marchés pour les communes qui ont des bois en propriété, ou aussi dans l'intercommunalité, c'est possible. Voilà. Donc après, je ne vais pas monopoliser la parole, mais je pense que la relation COFOR-FIBOIS en Grand Est maîtrise ces méthodologies-là, cette technicité-là pour accompagner les collectivités. Voilà. Bien, merci pour cette intervention. Merci beaucoup. Je compléterai aussi, il y a peut-être la référence possible à des marques existantes. Alors, ça dépend des régions, hein, mais j'en citerai peut-être une alors, qui est en cours de développement. Vous avez un label qui existe désormais, qui s'appelle Bois de France, et qui permet de recenser des entreprises qui s'engagent à transformer du bois de provenance française. Alors certes, c'est national, c'est peut-être pas assez local selon vos projets, mais en tout cas, c'est déjà une avancée, notamment vis-à-vis des bois scandinaves notamment. Voilà, c'est une marque qui prend de l'ampleur et sans parler des marques régionales ou locales qui peuvent exister. Voilà, ça c'est un vrai sujet aussi
sur lesquelles on peut vous aider, même s'il n'en existe pas une spécifique dans le Grand Est. Mais clairement, on peut faire référence à ce genre de marque dans des marchés publics en disant ou équivalent, si je ne me trompe pas, pour que on puisse pas nous accuser voilà, d'être anticoncurrentiel, quoi. Voilà. Merci. Je vous en prie. Moi, j'avais peut-être une question. Monsieur Koenig, vous parliez justement que vous souhaiteriez bien voir aussi développer des matériaux vertueux dans du neuf, par exemple, ou pas forcément appliqués au patrimoine. Et est-ce que vous, alors je ne sais pas, dans les relations aussi que vous pouvez avoir avec vos administrés, quel est selon vous les freins que vous recensez dans la population pour recourir à ces matériaux? Eh ben, 40 ans de tout plastique, tout ciment, tout pavillonnaire, rajouter à cela un bombardement de publicités soutenues par l'État et toutes ces aides, toutes incohérentes les unes avec les autres, qui disent en gros, voilà, si vous bourrez votre maison avec du polystyrène et du plastique, c'est génial pour l'environnement. Donc on en est à peu près encore là, malheureusement. Alors, moi, j'ai utilisé le patrimoine au cœur de ville parce que déjà j'aime profondément ça et parce que je pense que dedans il y a des sources intéressantes de réflexion sur le bâti de manière générale durable. Mais j'aimerais bien effectivement attaquer le reste, mais c'est beaucoup plus dur parce que bizarrement, au départ c'était dur partout, mais de commencer au centre-ville, au bout d'un moment, quand il n'y a aucune maison de restaurée, bon, c'est compliqué. Quand on commence à avoir des beaux exemples en disant non, non, mais attendez, on ne peut pas faire n'importe quoi, bon, regardez, le résultat c'est quand même autre chose. Je ne dis pas que c'est facile avec tout le monde, mais c'est plus légitime, ils finissent par comprendre, ah oui, c'est pas très joli. Par contre, sur des maisons effectivement qui ont 20, 30, 40 ans ou même du neuf, ils ont beaucoup de mal à concevoir parce qu'il n'y a plus forcément cette notion d'esthétique, en tout cas pas pour eux, parfois je suis pas sûr, mais bon, pas pour eux. Et donc on n'est pas du tout là-dessus, on est sur vite, vite, vite. Et malheureusement, tous les dispositifs, y compris de l'État, sont faits pour faire ça. Alors on est un peu coincé. Et puis là, j'ai pas toujours le pouvoir parce que là, bon, mes règles d'urbanisme ne le permettent pas. Déjà, les matériaux, c'est pas si simple en secteur protégé, mais alors dans du PLU classique, dire on met que ça ou que ça, là, c'est foutu. Alors, mon astuce, c'est peut-être de voir dans le cadre du futur, effectivement, comment l'OPA pourrait vraiment, elle, s'orienter de plus en plus vers des matériaux vertueux. J'ai cru comprendre que l'État laissait la possibilité maintenant de faire ce genre de choses, c'était pas possible avant. Alors, je vais regarder là-dessus en disant, voilà, bon, ben, ils peuvent, mais s'ils veulent les aides, il faut vraiment partir sur des matériaux meilleurs. Mais le souci, c'est qu'on n'est absolument pas dans un contexte culturel là-dessus. On reste sur, quand même, globalement, une écologie déguisée, quoi. Hein. On vend du produit avec tout le monde et on fait tout et n'importe quoi dans tous les sens pourvu que ça vende. Et qu'on ait du chiffre, du résultat, puis l'État, du moment qu'il affiche tant et tant de bâtiments isolés, on s'en fout de comment, pourquoi, que ça génère je ne sais quoi dans l'environnement, de la fabrication jusqu'à un recyclage un jour. Malheureusement, tout ça, j'ai l'impression n'est pas comptabilisé alors que c'est une catastrophe par ailleurs. Alors voilà, je suis de ceux qui pensent qu'il faut viser très haut, mais pas d'un coup. Donc je préfère y aller par étapes. Et je me suis dit, là, ça marche. Le patrimoine, ils ont à peu près compris. C'est pas encore gagné, mais enfin, ils ont à peu près compris. On va peut-être y aller par la carotte financière maintenant sur les autres types de bâtiments. Et on va voir par étapes. Mais c'est vrai qu'on serait bien aidé si au niveau national, il y avait parfois des grandes prises de conscience en disant, voilà, un matériau, à partir du moment où il est une catastrophe pour l'environnement, on arrête, point barre. Surtout que souvent, non. Moi, j'avais envie de plaisanter, je l'ai parfois dit dans des réunions avec l'État en disant, écoutez, je crois qu'on ne peut pas produire, enfin, souvent enfin, je prends l'exemple des pesticides ou je sais pas quoi, on va dire, ah oui, mais on n'a pas de solution alternative. Bon, alors, je sais pas si c'est vrai, mais qu'importe, ce que je dis souvent en plaisantant, je dis, non, mais pour les menuiseries, ça fait des centaines d'années qu'on sait faire autrement, on peut faire en bois. Et pour plein de choses comme ça, je dis, bon, écoutez, il y a du bois, ça, on a toujours su faire, on en a localement, donc à partir du moment où on a une solution alternative, je sais bien qu'il y a des lobbies partout pour le plastique et peut-être l'alu aussi, mais je pense qu'il y a vraiment un souci encore de ce côté-là qui est très très important, d'autant plus que la force de frappe des gens qui travaillent plutôt pas trop mal les matériaux durables, ben, j'ai l'impression quand même qu'en termes malheureusement
présence commerciale, ils sont moins forts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui c'est qui va faire du porte-à-porte, qui c'est qui fait de la publicité dans toutes les chaînes de télé? Eh ben, c'est plutôt ceux qui vendent des produits pas très vertueux. Et tous ceux qui font des trucs très bien, eh ben oui, alors nous, par les appels d'offres, on peut parfois les toucher. Oui, bien sûr, au niveau local, on fait un repérage des excellents menuisiers. Moi, j'en ai aussi des excellents menuisiers, je leur fais pas forcément de la pub, mais on en a quelques-uns. Mais on n'est quand même pas du tout dans la même force de frappe que certaines de ces entreprises. Enfin, voilà, pour donner le contexte, je suis pas sûr que voilà, le citoyen lambda se documente chaque jour en détail. En plus, il est perdu maintenant, le citoyen lambda, il sait plus ce qu'il doit faire. Hein. Et même moi, je suis perdu parfois, hein, je veux vous dire. Hein, on a beau essayer de regarder, j'en avais parlé rapidement au téléphone, donc je vais pas vous redétailler tout, mais voilà, à titre personnel, j'ai un très gros bâtiment historique que je restaure. J'ai opté pour me lancer dans du bois énergie. Je regarde un documentaire il y a une semaine, j'ai une crise cardiaque, je me dis, mon Dieu, je vais contribuer à la destruction des forêts. Bon, enfin, je veux dire, on sait plus quoi faire. J'étais là j'ai quand même fait une étude complète en me disant, c'est bon, ça doit être la moins mauvaise solution. Et puis, hop, on est encore perturbé. Donc, je pense que déjà, le contexte que je vous ai décrit, auquel s'ajoute une espèce d'incertitude permanente de c'est quoi les bonnes solutions. On ne sait plus, on est un peu perdu. Bien, merci. Je voulais juste rebondir moi sur l'aspect communication. Alors voilà, je pense que vous avez tout dit dans le sens où on joue pas forcément dans la même cour que d'autres matériaux ou lobbies. Après voilà, je voulais souligner là, il y a eu pas mal de campagnes de communication aussi en faveur du bois. Alors c'est vrai que c'est souvent difficile peut-être à percevoir, mais il y a notamment, je pense à la campagne France Bois Forêt. Enfin, parfois on voit notamment les spots à la télé. Enfin, c'est là que je pense, mais il y a pas mal de communications qui sont faites. La difficulté, voilà, c'est que je pense que le matériau souffre effectivement d'une certaine image. Alors, il y a l'image des trois petits cochons qui colle un petit peu à la peau du matériau, où on pense qu'il va pas être assez solide, où il va tomber au premier coup de vent, ou je ne sais quoi. Il y a... et puis, il y a quelque chose qui est assez vrai et consternant, c'est que typiquement, quand je prends l'exemple d'un bâtiment qui brûle, bah, vous lisez dans la presse un bâtiment en bois a brûlé. Si c'était pas un bâtiment en bois, c'était pas le matériau qui aurait été pointé du doigt, ça aurait été plutôt les malfaçons, admettons des entreprises. Mais dès qu'il s'agit du bois, bah alors là, c'est bon, le bouc émissaire est tout trouvé et c'est le matériau. Alors qu'on sait très bien qu'il a un comportement au feu qui est largement supérieur et qui permet notamment aux pompiers d'être beaucoup plus sécurisés à intervenir dans des bâtiments en bois que dans d'autres types de bâtiments. Donc voilà, il y a aussi toute cette acculturation à laquelle on contribue, enfin qu'il faut pour justement essayer de casser un peu ces idées reçues, mais qui aujourd'hui, voilà, on a besoin d'aller un petit peu contre tout ça. Une dernière chose, c'est vrai quand on parle de matériaux traditionnels, dans la construction, on pense plutôt au béton ou à la brique, alors que la tradition, enfin, si on regarde le nombre d'années depuis quand on construit en bois, effectivement, le bois est largement beaucoup plus traditionnel que des matériaux, enfin, notamment le béton qui a un peu plus d'un siècle d'âge, quoi. Donc voilà, tout ça dans la communication, ça joue énormément et ça joue, oui, dans les esprits. Et c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais on a besoin de montrer et de prouver une fois de plus les capacités de notre matériau à répondre aux enjeux actuels, quoi. Voilà. Je ne sais pas, Laurie, si tu souhaites rebondir sur il y avait notamment la question des bois du futur. Je souhaitais te laisser la parole peut-être là-dessus. Oui, je voulais réagir sur deux points, notamment oui, sur quelle forêt on va avoir dans l'avenir. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions en ce moment parce qu'on voit beaucoup de crises sanitaires avec les dépérissements d'épicéas, avec les scolites, les frênes qui ont la calarose, les sapins qui subissent la sécheresse avec les hêtres. Enfin voilà, on a un peu toutes les essences qui commencent à être touchées par l'un ou l'autre pathogène. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de est-ce qu'on aura encore ces forêts-là dans 50 ans, dans 100 ans, en fonction de l'évolution du climat, vu qu'on a quand même une observation de gros changements climatiques avec des températures qui montent en été, plus de précipitations en hiver, mais moins en été. Et donc, voilà, les forestiers se posent des questions. Il y a des tests qui sont menés, notamment au niveau national, mais aussi sur le Grand Est, pour tester des nouvelles essences qui pourraient être plus adaptées. On travaille aussi sur changer un peu la sylviculture et faire plus de mélange avec on parle beaucoup de la forêt mosaïque en ce moment où vraiment le but c'est de mélanger des petits îlots
d'essences différentes, d'âges différents, pour vraiment essayer d'avoir cette mixité qui serait plus résistante et résiliente au changement climatique. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont faites, des nouvelles provenances, mais voilà, on a aussi la volonté de conserver les essences qu'on a actuellement sur nos massifs. Le but, c'est vraiment pas de tout changer pour des essences qu'on ne connaît pas. C'est aussi voilà, d'essayer de les mettre là où elles sont le plus adaptées, de voir aussi de trouver des essences qui sont d'ici, mais qui proviennent plutôt du sud de la France, qui ont peut-être des capacités à plus résister. Voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place autour de ça. Et voilà, on est plein de certitudes, enfin, plein d'incertitudes justement, on n'a pas beaucoup de certitudes, donc voilà, on avance petit à petit pour essayer d'avoir toujours des forêts résilientes et résistantes dans les années et léguer aussi des forêts aux générations futures, quoi. Je voulais également rebondir sur voilà, le reportage dont vous avez parlé par rapport notamment aux granulés. Donc le problème, c'est vrai que des fois, on entend des messages chocs. C'est pas le premier, ce sera sûrement pas le dernier. On a aussi des problèmes, la filière va pas forcément communiquer, a plus de difficultés à communiquer à des images positives. Mais voilà, après, il faut vraiment voir les choses dans l'ensemble global, ne pas comment expliquer, mais donc c'est vraiment le but. C'est voilà, il y a des choses qui se passent dans certains massifs où voilà, c'est des choses qu'il faut pas se reproduire, mais c'est pas une généralité. On retrouve pas ça sur l'ensemble des massifs forestiers. Donc voilà, c'est des choses qu'il faudrait ne pas faire, mais c'est pas non plus, il faut pas considérer la filière comme voilà, la filière ne fait que ça et voilà, donc c'est prendre à parcimonie ces informations. Mais voilà, il faut rester lucide sur le fait que ce sont des choses qui arrivent, même si c'est vraiment pas des généralités et que on a quand même l'ensemble de la filière qui est beaucoup plus vertueuse, notamment sur l'exploitation. On a des entreprises qui vont vraiment faire attention à rendre des chantiers très propres. Et voilà. Merci Laurie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'avais juste une dernière remarque peut-être par rapport à votre intervention. Vous avez cité l'importance d'être bien entouré aussi, avec des bons architectes, j'avais noté. Je crois que ça, c'est aussi une des clés pour la réussite des opérations. C'est d'être entouré par justement des gens compétents, que ce soit les architectes, les entreprises, les bureaux d'études. Voilà, il y a des compétences sur le territoire. Je pense qu'on peut, on est tous là à vouloir vous aider à les trouver. Enfin voilà, on a parlé notamment de notre référencement d'opérations bois. Ça peut donner des pistes, mais clairement, ce sont des opérations où il y a besoin de beaucoup anticiper. Voilà, pour éviter aussi les surprises. On ne construit pas en bois comme on construit encore une fois en béton ou en briques. Et donc c'est vrai qu'on a besoin de matière grise, je dirais, en amont des projets pour justement définir la faisabilité de ce projet et faire en sorte qu'il se déroule finalement presque comme un autre. Voilà. Est-ce qu'il y avait une autre intervention ou j'ai pas lu les... Il y a une remarque de Monsieur Appert donc sur le granulé qui dit que c'est une réponse à la demande des consommateurs qui cherchent la facilité et qui témoigne de la raréfaction des affouagistes. Donc j'aimerais vous répondre. Alors le granulé a aussi des avantages par rapport au bois bûche, notamment au niveau de la diffusion de particules et la pollution de l'air. Après, on a aussi besoin des affouages qui permettent de faire les coupes de petits bois et qui permettent aussi de faire des travaux sylvicoles. Donc voilà, il faut trouver en fait un équilibre entre les différents combustibles qu'on peut retrouver. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions. Donc, Thibaut, je te laisse présenter quelques projets un peu phares de la région. Ouais. Merci encore, Monsieur Koenig. Oui, je vais quitter l'écran et parce que je vais un peu me reposer, mais je vous écoute encore. Je suis désolé, je tiens, mais pas très bien. Je vous écoute, mais je vais enlever la caméra. Voilà. Merci encore, et si vous souhaitez aller vous reposer, enfin voilà, on comprend naturellement, encore une fois. Au revoir. Au revoir, merci. Écoutez, oui, merci. On voulait vous proposer voilà, juste un petit retour. Alors, c'est bien sûr absolument pas exhaustif, mais ça vous donne un peu une idée de ce qu'on a pu recenser sur notre base de données.
avec à chaque fois donc recours au bois, que ce soit au niveau structure, menuiserie, revêtement, parfois tout, enfin voilà, et donc ça peut donner des idées et surtout de ne pas hésiter à aller voir un petit peu plus en détail les fiches, puisque vous avez les liens à chaque fois en bas de chaque diapo. Il y en a 5 ou 6, hein, le but c'est pas de vous assommer avec une trentaine de projets, mais simplement pour vous montrer de manière très rapide des bâtiments bois qui existent sur notre territoire et qui sont assez emblématiques. Dans l'Aube, peut-être cette base nautique à Chappes, voilà, où finalement, c'est vrai qu'on, là aussi, peut-être juste rappeler la nécessité de bien maîtriser le comportement du matériau, notamment vis-à-vis de l'humidité, mais aussi avec le message que du coup, ça n'est absolument pas antinomique. Voilà, on est à proximité forcément d'un cours d'eau. Il y a bien sûr des critères à respecter en termes de conception, notamment en termes de choix des essences. Ça, ce sont des choses aussi à bien maîtriser pour s'assurer que le bois va bien vieillir et ne va pas se dégrader à cause de l'humidité ou des champignons qui pourraient venir. Mais voilà, du coup, ça réhabilite aussi l'usage du bois en milieu, on va dire, un peu plus humide, avec donc cette construction dans l'Aube. Voilà. En diapo suivante, que je me rappelle, je crois que c'était la commune de Tendon, dans les Vosges, qui, elle, a construit notamment deux projets assez emblématiques parce qu'ils ont recours à du bois local, donc du bois de la commune, là, pour le coup. Alors, c'est en fait cette halle qui est donc cet aménagement extérieur que vous voyez, qui est un aménagement donc ouvert et qui donc peut proposer plusieurs usages. Donc, de mémoire, c'est du Douglas qui est utilisé, donc qui a une essence de bois qu'on trouve effectivement aussi sur notre région, pardon. Et en fait, vous avez, sur la photo du milieu, vous avez, entre l'église et la halle, vous avez un petit bâtiment qui a grisé, justement, parce qu'il a quelques années. Et c'est un bâtiment périscolaire qui est tout en bois aussi, où la volonté de la maîtrise d'ouvrage, c'était aussi de valoriser du bois de hêtre, donc qui est un bois qui n'est pas forcément très utilisé d'habitude en construction, mais qui, pour le coup, voilà, est clairement valorisé dans ce projet. Alors, le revêtement n'est pas en hêtre, de mémoire, c'est du Tavaillon de Mélèze, mais du coup, voilà, c'est une ambiance aussi où même à l'intérieur, donc le bois est largement valorisé et confère finalement une atmosphère très boisée, notamment pour les enfants qui sont accueillis, et voilà, dans une ambiance qui est plutôt chaleureuse et propice aussi à l'éveil, notamment au niveau donc, des enfants qui sont accueillis. Donc ça, c'est vrai que c'est deux projets qui sont assez emblématiques, qui sont assez connus, parce que justement, voilà, cette petite collectivité a eu très à cœur de valoriser son bois et l'a fait de la meilleure des manières à travers ces deux opérations, dont là aussi l'architecture est tout à fait innovante, j'ai envie de dire, et en tout cas très moderne. Tout ça pour dire aussi que le bois n'est pas ancré non plus dans une image de matériaux vieillots ou qui seraient pas du tout dans les codes esthétiques aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'était pour Tendon. Et si on passe à la suivante, je crois que c'était la commune de Hadol qui a construit un groupe scolaire. C'est bien ça. Voilà, c'est bien ça. Donc toujours dans les Vosges, donc un groupe scolaire là aussi en bois local, avec là aussi du bois de la commune, donc pour on va dire une opération certes un peu plus grande en surface, et là aussi où l'architecture a apporté une réelle identité. On voit aussi que le bois n'est pas forcément trop visible à l'intérieur, en tout cas il n'est pas présent partout, et c'est aussi un choix qui est tout à fait respectable, et en ce sens le bois peut s'accommoder bien sûr de la mixité avec d'autres matériaux, que ce soit en revêtement, que ce soit en aménagement. Ça, c'est aussi important, c'est-à-dire que vous pouvez bénéficier de toute la technicité d'un matériau bois en structure, mais si jamais, admettons, la question se pose en termes de revêtement, si jamais on connaît aussi parfois un côté réfractaire à l'idée que le bois devienne gris avec le temps.
Donc ça, c'est une évolution esthétique qui, bien sûr, enfin, c'est très subjectif après de savoir ce qu'on en pense chacun, mais clairement, on peut associer des bâtiments bois avec des revêtements autres que du bois pour finalement concilier l'aspect que l'on souhaite avec, encore une fois, le confort que le matériau bois peut générer à l'intérieur même pour les usagers. Voilà. Ensuite, en diapo suivante, s'il te plaît, Laurie. On avait, oui, alors là, c'était dans la Meuse, donc une salle multifonctionnelle à Bar-le-Duc. Voilà, vous voyez moi je dirais voilà, la touche aussi architecturale, bien sûr. Et là encore, l'usage du bois n'a absolument pas empêché le côté moderne et adapté finalement à l'usage pour cette salle d'accueil de spectacle. Donc ça a bien sûr servi en termes de charpente. On voit aussi en revêtement, sachant que le revêtement sur l'espace d'entrée est lui métallique. Donc voilà, là aussi on peut associer les matériaux à la manière la plus cohérente possible pour jouer sur les textures et les aspects. Voilà. Une autre diapo, alors c'était sur la commune de Haguenau, qui travaille beaucoup à valoriser son patrimoine forestier aussi. Et donc, on avait notamment référencé cet aménagement, donc une aire de jeu, où là, en fait, donc ils ont su valoriser, bien sûr, à la fois des essences locales, donc qui provient de la forêt de Haguenau. Je pense notamment au robinier, donc qu'on appelle communément l'acacia, qui a permis de créer des poteaux en extérieur. C'est une essence, voilà, qui est extrêmement durable naturellement, sans produits chimiques, et que l'on trouve dans nos forêts en général avec des petits diamètres, mais ils ont su le valoriser. Notons aussi le volet pédagogique aussi de cette opération, puisque l'ensemble des pièces de bois ont aussi été usinées, travaillées alors à la fois dans des scieries locales et puis aussi dans des lycées techniques de la commune. Donc ça a permis, voilà, une implication aussi des plus jeunes, et puis donc, qui, eux, ont appris sur le matériau et sur un très très beau matériau qui bénéficie aujourd'hui à tous les enfants qui s'arrêtent sur cette aire assez emblématique. Voilà. Et puis enfin, je crois qu'il y avait peut-être une dernière, on a eu une présentation la semaine dernière lors de la première session de ce webinaire de la maison médicale de Fréland, qui date de 2012, je crois, ou 2013, et qui effectivement est une des premières maisons médicales en bois, où vous voyez que même le revêtement est partiellement en bois aussi. Voilà, le maire qui était intervenu nous parlait de la satisfaction des usagers, qu'il y avait finalement pas mal de médecins ou d'infirmiers qui étaient sur liste d'attente, qu'il y avait aussi un chauffage bois qui était associé, et que finalement tout le monde en était satisfait. Donc c'était un chauffage au granulé qui a été installé. On constate la toiture végétalisée aussi. Bref, une opération assez emblématique, et on va dire un bâtiment précurseur qui aujourd'hui voilà, apporte énormément de satisfaction. Peu de coûts d'entretien aussi, hein, il en parlait. Et puis voilà, les locaux j'avais noté, les locaux sont loués 8 € du mètre carré à peu près, donc pour vous donner une idée, pour les professionnels qui exercent là-bas. Sachant qu'il y a donc à la fois la maison de santé plus 5 appartements pour personnes âgées. Donc ce qui représente un total de à peu près 700 mètres carrés. Ouais, on était à 600. Voilà. Je crois que c'était à peu près tout. En termes de référence, alors j'avais vu une question sur la durabilité. Alors à mon sens, la meilleure réponse, c'est finalement de constater qu'il y a des ouvrages en bois qui sont pluricentenaires et qui sont tout à fait performants et adaptés aujourd'hui. Donc on parlait des maisons à pans de bois. Vous avez des ponts en bois qui existent aussi. Je pense au pont de Lucerne en Suisse, qui voilà, et aussi qui n'est pas de la première jeunesse, on va dire. Donc ma réponse à ça, c'est difficile de répondre en termes d'années, parce qu'à mon sens, tout dépend aussi de la conception. C'est-à-dire que
dès lors qu'on choisit un bois adapté qui soit utilisé au bon endroit, et encore une fois avec des détails techniques qui évitent, voilà, il faut bien sûr éviter qu'il y ait une stagnation d'eau quelque part, là qui risquerait de dégrader le matériau, mais voilà, une construction bois, il n'y a pas de, j'ai envie de dire, il y a pas de date, il y a pas de date de péremption, dès lors qu'encore une fois les compétences étaient associées en amont pour faire que le bâtiment soit le plus performant possible. Donc voilà, potentiellement, il peut y avoir besoin de restauration. On le citait aussi précédemment, mais une fois de plus, les maisons à pans de bois, les premières, je crois, datent du XVe siècle, hein, voire peut-être même un peu avant. Donc aujourd'hui, on a certainement même beaucoup plus de recul sur ce type de maison que sur d'autres matériaux. Donc, il prouve finalement la capacité du matériau à durer dans le temps. Alors certes, aujourd'hui, on n'est plus du tout sur des systèmes de colombage, ou en tout cas de manière plus marginale, mais on va dire le matériau reste le même. Aujourd'hui, la technicité a certes évolué. On fait aussi des bâtiments de plus en plus étanches à l'air, mais pas à l'eau. Ça, je ne suis pas rentré dans le détail, mais l'idée, c'est pas de faire une boîte thermos. Hein. C'est que le bâtiment puisse aussi respirer et permettre l'évacuation de la vapeur d'eau. Et je crois que c'est finalement un des principaux facteurs à prendre en compte. Encore une fois, c'est ce comportement du matériau avec l'humidité. Et pour ça, c'est au bureau d'études compétents qui savent très bien faire de calculer un petit peu comment va se comporter votre paroi avec une ambiance humide voilà, qui peut exister dans un bâtiment, même dans une maison individuelle, dans une cuisine ou une salle de bain, c'est forcément plus humide. Eh bien, aujourd'hui, on sait qu'avec telle épaisseur d'isolant, avec tel matériau utilisé, on sait éviter qu'il y ait des condensations d'eau dans la paroi pour éviter justement tout désagrément. Voilà, donc c'est... et après, si je termine juste sur l'aspect durabilité en extérieur, là encore, il y a des bois plus ou moins durables naturellement. Pour des questions parfois de coût, on peut avoir accès à des bois traités qui sont sûrement moins chers, mais qui donc là font appel notamment à des traitements chimiques, même s'il y a d'autres traitements, notamment thermiques, qui existent aujourd'hui. Mais on va dire, là encore, on part sur des dizaines d'années de bon emploi. Et je veux dire, certes, l'évolution esthétique va pouvoir évoluer. On parlait du grisaillement très rapidement tout à l'heure, qui n'est qu'un impact esthétique, encore une fois. Et qui peut même être évité si on applique une finition comme une lasure, par exemple, de manière périodique. Donc ça, ce sont des choix qui sont faits finalement dès l'amont du projet. Mais hormis cette évolution esthétique, voilà, il n'y a pas de raison que le matériau se dégrade avec le temps, dès lors qu'il est bien choisi en amont, quoi. Voilà. Alors, je vois donc Monsieur Kurtzman, donc ils ont un projet d'atelier communal. Écoutez, oui, je pense on peut avoir des exemples. Alors, tout dépend de ce dont vous avez besoin, mais clairement, oui. Je crois que sur Weiersheim, si je me souviens bien, parce que les projets, il peut m'arriver de confondre aussi les communes, mais je pense à 2-3 références qui pourraient peut-être vous aiguiller. Donc là, si vous souhaitez, on peut discuter plus amplement dans les prochains temps pour affiner votre projet et puis nous trouver les références auxquelles on pense et qui pourraient justement peut-être vous apporter des informations. Oui, écoute, en tout cas, voilà, c'était aussi l'objet de notre présentation, notamment du panorama bois, qui là encore, vous avez vu, il y a aussi bien des halles en extérieur, des bâtiments scolaires, etc. Donc oui, il y a aussi des ateliers communaux qui sont référencés. Voilà. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questionnements, en tout cas à ce stade. Alors, pour les constructions d'une mairie, hop. Alors oui, là c'est pareil, on a
Alors là, c'est pareil, faudra qu'on vérifie plus en détail, mais j'avais connaissance d'une réhabilitation d'une mairie, notamment, ou d'une extension. Donc ça, ce sont des choses qui ont été faites. Et après, je ne doute pas qu'il y a des bâtiments neufs aussi qui ont fait l'objet d'une structure bois. Donc, en tout cas, bon, comme on vous le disait, hein, à la fois cette session est enregistrée, et puis bien sûr, on garde le chat en copie, hein, pour qu'on puisse revenir sur les questions par la suite, avec aussi bien sûr vos coordonnées. Voilà. Laurie, je te laisse conclure. Notre webinaire touche à sa fin. Et donc, je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire. On espère qu'on a répondu à vos attentes ou interrogations que vous pouviez avoir sur cette thématique. On reste disponible, en tout cas, pour répondre à d'autres questions ou des projets en particulier, comme les dernières remarques qu'on a eues. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous contacter pour toute question. Thibaut, si tu veux rajouter quelque chose pour le mot de la fin. Non, simplement remercier l'ensemble des participants, voilà, en espérant qu'on a pu apporter des éléments concrets qui ont répondu à vos interrogations. Ce qu'on fera, donc on vous transmettra bien sûr à la fois le lien vers le replay et la présentation, comme on l'avait convenu. Et puis, bien sûr, vous avez les fiches un peu plus détaillées avec les liens qui sont dans la présentation, donc vous pourrez aller voir. Et si vous le souhaitez, on avait notamment accompagné il y a quelques années un bâtiment qui avait utilisé du bois local en Alsace du Nord, sur la commune de Preuchdorf, donc porté par la communauté de communes de Sauer-Pechelbronn. Ce qu'on fera peut-être, Laurie, tu me corriges, mais on vous transmettra le lien vers une vidéo qui présente ce projet de manière assez large et assez précise, justement, sur comment ils ont fait pour utiliser du bois local. Ça peut aussi donner des idées, hein, si c'est vraiment l'objectif que vous souhaitez. Donc on vous transmettra ce lien, ça sera plus facile, je pense, à visionner plutôt que de la diffuser maintenant. Simplement, voilà, on espère vous avoir apporté des éléments. Notre message, finalement, c'est de vous convaincre que le bois peut vraiment être une solution pour vos projets, notamment vos projets de construction. Et que, voilà, il faut, comme le disait Monsieur Koenig aussi, il faut y aller par étapes. C'est-à-dire que si vous n'avez pas encore l'expérience, c'est peut-être pas encore nécessaire de vouloir à tout prix avoir du bois local de votre commune, par exemple, où certes les démarches sont peut-être un petit peu plus complexe que sur une opération plus classique, entre guillemets. Alors bien sûr, on est là pour vous accompagner, et si c'est votre souhait, bien sûr que c'est d'autant plus vertueux et on pourra vous accompagner, mais on a un petit peu ce message d'essayer de favoriser l'usage de la construction, l'usage du bois dans la construction, et que pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, bien sûr, flécher vers des ressources plus locales et des compétences plus locales. Voilà, c'est un petit peu sur ce mot que je voulais finir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, et puis on reste à votre disposition, bien sûr, pour répondre à vos besoins dans un avenir proche. Voilà. Merci et bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.